Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Mamadou Oumar Ndiaye, président, directeur régional de GMC, Global Média Communication, directeur de publication du journal de Témoin, éditorialiste reconnu et connu du Sénégal et à travers le monde. Mamadou Oumar Ndiaye, merci d'avoir accepté notre invitation. On commence cette émission par ce qui s'est passé dans la sous-région Burkina Faso. Michel Kafando a été réinstallé dans ses fonctions de président de transition, avec aussi le Premier ministre Isaac Zida. Est-ce que la situation qui s'est déroulée au Burkina Faso était prévisible? Tout à fait. Pourquoi? Absolument. Je pense que pour peu qu'on ait une lecture assez lucide de la situation au Burkina et d'une manière générale dans tous les pays où il y a des situations insurrectionnelles ou d'émeutes, etc. Pour peu qu'on ait donc cette lecture lucide, on se rendait compte, surtout à la lumière de l'évolution de la transition au Burkina Faso, qu'il pouvait y avoir effectivement une situation potentiellement explosive, une situation qui pouvait déboucher sur des troubles. Pourquoi? Tout simplement parce que la transition devait prendre fin au mois d'octobre prochain par une élection présidentielle. Or, ce qui se passe, c'est qu'à cette élection présidentielle, les principaux responsables de la transition ont prétendu écarter une composante essentielle de la société burkinabé, qui est le Congrès pour la démocratie et le progrès, c'est-à-dire le parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Or, nul n'ignore que ce parti, il est solidement implanté dans le pays, non seulement dans la capitale, mais surtout dans l'arrière-pays où il a conservé intactes toutes ses structures et également toutes ses forces économiques, dans la mesure où l'économie était contrôlée par les partisans de Blaise Compaoré, sans compter également leurs ramifications au sein de l'armée et leur bras séculier étant le régiment de sécurité présidentielle. Alors, tout ça mis ensemble ne pouvait déboucher effectivement que sur une situation de guerre civile ou en tout cas de confrontation, dans la mesure, encore une fois, où le CDP, si on organisait des élections transparentes et libres, ce qui est sûr, c'est que le CDP, le candidat du CDP encore, l'emporterait et de loin. Donc on ne peut pas, par des manœuvres politiciennes, écarter presque la moitié du peuple burkinabé d'une élection présidentielle. Ce qui veut dire que cette élection n'allait pas être inclusive, mais plutôt une élection discriminatoire dont allait être écartée donc une bonne partie du peuple burkinabé. Et forcément, ça se va y venir. Mais comment se fait que la CEDEAO, avec l'expérience que ceux qui la composent ont pu mettre en place cette transition sans pourtant prendre cette donne en question? Je pense que la CEDEAO l'avait prise en question au départ en mettant en place une institution, des institutions de transition dont l'une des missions inscrites sur la feuille de route était justement l'organisation d'élections présidentielles inclusives. Et c'est justement le président de la transition, mais également le Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui ont quitté la feuille de route en quelque sorte pour des raisons qui leur sont propres, mais d'aucuns disent que c'est parce que Isaac était très proche de l'une des figures de proue de l'opposition, Roch-Marc Christian Kaboré, en l'occurrence, qu'ils ont manœuvré pour écarter le CDP et pour organiser des élections. Donc finalement, qui n'auraient mis aux prises que des poids-plumes de l'opposition, ce qui aurait permis par exemple à M. Kaboré ou à M. Zéphirin Diabiré de remporter aisément ces élections. C'est un peu comme une élection, c'est un peu comme un sprint au niveau olympique ou des championnats mondiaux d'athlétisme, où l'on dirait que pour organiser cette course de 100 mètres, Usain Bolt étant imbattable, il faut absolument trouver un moyen de le ligoter sur la ligne de départ de manière à ce qu'il ne puisse pas prendre le départ de la course. Bien évidemment, le boulevard serait ouvert et serait libre
pour ses principaux concurrents qui auraient pu remporter aisément et sans coup férir donc ce sprint-là. Et c'est la même chose que les gens voulaient faire au Burkina, en sachant que les candidats donc du CDP, en particulier Djibril Bassolé, mais également l'actuel président du CDP, l'expert comptable Kombieso, je ne sais pas quoi, avait toutes les chances de remporter cette présidentielle. Donc, quelque part, des politiciens, ils ont manœuvré avec les responsables de la transition pour déclarer tout simplement hors course les candidats émanant de la mouvance du CDP, c'est-à-dire de l'ancienne majorité présidentielle. Et forcément, c'était discriminatoire, c'était inacceptable et ça ne pouvait déboucher que sur les événements que nous avons vécus, à savoir le putsch, parce que n'oublions pas encore une fois que le régiment de sécurité présidentielle est lié de manière ombilicale à l'ancien régime. Et forcément, il fallait qu'il fasse quelque chose sous la poussée des gens, des responsables du CDP, et c'est effectivement ce qui s'est produit. Est-ce que cette sortie de feuille de route des institutions de la transition, il y a eu la pression de la société civile burkinabé, parce qu'on a vu une société civile comme on peut éclater, certains étaient pour le CDP, d'autres pour l'opposition? Ben, écoutez, en fait, ce qui s'est passé le 31 octobre 2014, avec le départ du président Blaise Compaoré, moi je suis tenté de dire que c'était un coup d'état civil. Pourquoi? Dans la mesure où le président Blaise Compaoré était quand même un président démocratiquement élu, qui bénéficiait d'une légitimité populaire. C'est vrai qu'il a posé un acte qui fait débat actuellement en Afrique. Il a voulu modifier l'article 37 de la Constitution burkinabé qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 pour en briguer un troisième. Et évidemment, ça c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que l'ère du temps aujourd'hui est à la limitation des mandats présidentiels. Par conséquent, cet acte, il était inacceptable aussi par les démocrates, aussi bien ceux du Burkina que ceux du monde entier d'une manière générale. Ça, c'est un problème. Mais l'autre problème, c'est que lui, il a été chassé par la rue. Mais de quelle manière? Parce qu'après, il y a des informations qui ont fait état de réunions nocturnes qui ont été tenues, de sommes d'argent qui ont été sorties pour rémunérer des groupes de jeunes gens, chargés le lendemain de mettre le feu à des édifices publics, à des véhicules, d'investir la rue, etc. Mais toujours est-il que le président Blaise Compaoré est parti. Mais quand il est parti, plutôt que de mettre tout le monde ensemble pour bâtir une nouvelle transition, dès le départ, on a écarté le CDP comme étant illégitime, alors que le problème, c'était Blaise Compaoré, qui ne devait pas s'éterniser au pouvoir. Une fois parti, mais on ne doit pas infliger une punition collective à son parti. Les autres, ils avaient le droit de porter les couleurs du CDP, le dernier mot devant revenir dans tous les cas au peuple burkinabé, qui se serait prononcé à travers des élections transparentes, inclusives et démocratiques. C'était ça le bon chemin. Mais il y a un problème parce qu'on a vu que les institutions de la transition sont sorties de la feuille de route. La Cour de justice de la CEDEAO a demandé à ce que ces candidats du CDP qui ont été écartés soient réintégrés. Il n'y a pas eu de réaction, la CEDEAO est restée muette. Mais parce que tout simplement, la CEDEAO, c'est un peu comme disait Staline à propos du pape. La CEDEAO, combien de divisions? La CEDEAO ne dispose pas de force pour imposer ses décisions et pour les rendre exécutoires. On a vu que quand la CEDEAO, par 2 fois, a condamné l'État du Sénégal sur les dossiers Karim Wade et sur les dossiers Hissène Habré, l'État du Sénégal a refusé d'appliquer les décisions de la CEDEAO. Donc, par conséquent, jamais 203, les Burkinabés, les institutions de transition burkinabé également ont refusé. Mieux, elles ont fait valider la liste des candidats qu'elles avaient arrêtés, elles l'ont fait valider par la Cour constitutionnelle burkinabé. Or, comme tout le monde le sait, dans nos pays africains, les cours constitutionnels ou les conseils constitutionnels sont les voix de leur maître, c'est-à-dire des chefs d'État qui les ont mises en place. Et ça, donc, ça n'a pas loupé au Burkina également, où effectivement la Cour constitutionnelle a légitimé cette décision antidémocratique. Or, elle aurait pu justement sauver la transition en obligeant les autorités à reprendre leur copie,
à la retravailler dans le sens d'y inclure les forces qui en avaient été exclues. Malheureusement, le Conseil constitutionnel burkinabé n'a pas cru devoir aller dans ce sens. Par conséquent, tous les ingrédients, encore une fois, étaient réunis pour qu'il y ait cette explosion-là. Et c'est tout à fait normal également que la médiation de la CEDEAO qui a suivi ait demandé l'organisation d'élections inclusives. Parce que c'est ça le point nodal aujourd'hui de la crise burkinabé. C'est vraiment la question de l'inclusion ou de l'inclusion. Selon qu'on inclura toutes les composantes pour faire des élections, il y aura la paix. Selon qu'on exclura des composantes majeures de la société burkinabé, il n'y aura jamais de paix. C'est aussi simple, je pense. Il y a eu la médiation de la CEDEAO avec le président Macky Sall et le président Yahi Bouni. Il y a eu beaucoup d'interprétations par rapport à cette médiation. Certains parlent de demi-échec, d'autres parlent de réussite. Qu'est-ce que vous analysez par rapport à cela? Je pense que le but de la transition, le but de la médiation de la CEDEAO, c'était de ramener d'abord la paix au Burkina. Et je pense que finalement, la paix est revenue. Les militaires, notamment ceux du régiment de sécurité présidentielle, ils ont regagné leur caserne. Les bataillons qui sont basés en province n'étaient pas encore sortis. Le danger immédiat, c'était le RSP qui avait pris possession des rues de Ouagadougou. Donc, le RSP est retourné dans sa caserne. Les bataillons venus de province ont reculé de 50 km. Ça, c'est suite à la médiation sous les auspices du Moronaba. Mais enfin, le but essentiel, c'était de ramener la paix. Mais surtout, c'était de rétablir les institutions de la transition. Ce qui a été fait également dans la mesure où le président Michel Kafando et le Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, ont repris leurs fonctions antérieures. Et le colonel Diendéré, Gilbert Diendéré, également a reconnu que c'était peut-être une faute, ce qu'il avait commis, le putsch qu'il avait commis. Il a présenté ses excuses au peuple burkinabé. Et je pense que donc la médiation, elle a absolument réussi sa mission. Mais il y a eu la sortie de Kafando qui est revenu au pouvoir en disant que aujourd'hui je reprends la main, je reprends le pouvoir. Eh bien, que nous allons donner une suite à ce qui a été fait, une sorte de menace par rapport au général Diendéré qui avait pris le pouvoir. Et tout le monde sait qu'au Burkina Faso, le respect quand même reste une force très prégnante et qui tient pratiquement le pays en haleine. C'est une armée dans l'armée, dans la mesure où le RSP, les 1300 hommes du RSP, ce sont des militaires hyper bien formés, hyper armés, qui disposent d'un armement que n'ont pas les autres composantes de l'armée burkinabé. Et par conséquent, c'est l'épine dorsale, en fait, de l'armée burkinabé. Je ne vois pas, moi, quelle sorte de sanctions le président Michel Kafando pourrait prendre à l'encontre du général Diendéré, parce que tout simplement, aujourd'hui, il tient les armes. Il tient les armes et également, il tient les forces d'élite de l'armée. Ici, ajoute que moi-même, je ne vois pas la légitimité du président Michel Kafando, dans la mesure où, en tout cas, il n'a été élu par personne. Il a été mis en place à la suite, comme je disais, à la suite du départ du président Blaise Compaoré, donc après les événements du 31 octobre, les émeutes si on veut, ou l'insurrection populaire, mais en tout cas, personne n'a élu le président Michel Kafando. C'était un diplomate à la retraite qui était hors des affaires depuis plus de 15 ans, qui était dans son champ tranquillement. On est venu le prendre en lui disant « Viens diriger la transition ». Mais au lieu de suivre la feuille de route, justement, tracée par la transition, il a cru devoir s'en écarter. La première faute, c'est à lui. Ensuite, le colonel Zida lui-même, en voulant dissoudre son ancien régiment, le RSP, également, il a quelque part mis de l'huile sur le feu. Donc, ils ont commis des erreurs et ensuite, en voulant écarter le CDP, les candidats du CDP de l'élection présidentielle, ils ont précipité la crise qui a abouti à la prise du pouvoir par le président Diendéré. Encore une fois, je ne vois pas, moi, on en parlait, c'est vrai, on en parlait aussi bien à Abuja
à Ouaga même de retour à la légitimité. Mais moi, je ne vois même pas de légitimité parce que ces gens, ils n'ont aucune onction populaire. Ils n'ont jamais été élus. Ils se sont fait rois eux-mêmes. Ils se sont installés en disant « Nous sommes les institutions de la transition, nous sommes le pouvoir légitime », alors qu'ils n'ont aucune légitimité dans la mesure où ils ne se sont pas soumis au suffrage des électeurs burkinabés. Ils se sont eux-mêmes autoproclamés rois, mais ils n'ont aucune légitimité. Moi, je ne suis même pas d'accord qu'on dise en parlant d'eux de pouvoir légitime, parce qu'ils ne sont pas légitimes. Mais le fait est qu'après la fuite du président Blaise Compaoré, il y avait une vacance du pouvoir. Il fallait bien combler cette vacance. On a mis en place des institutions de transition, mais il ne faut pas que ces institutions se méprennent sur leur légitimité, dans la mesure où elles n'ont aucune légitimité populaire, elles n'ont jamais été élues. Qui est dans ces institutions de transition? On a par exemple des gens de la société civile, comme le Balai citoyen. Mais le Balai citoyen, ce sont des rappeurs qui ne se sont jamais présentés à une élection présidentielle, qui ne se sont jamais pesés, dont on ne sait pas le poids qu'ils pèsent. Or, ces gens, ils ont aujourd'hui un poids surdimensionné au sein des institutions de transition. C'est eux aujourd'hui que l'on entend faire des injonctions, demander qu'on juge le général Diendéré, etc. et tout ça. Mais quelle légitimité ils ont, ces rappeurs du mouvement Balai citoyen, tout comme d'ailleurs les rappeurs qui sont ici de Y'en a marre ou les rappeurs de Filembi en RD Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste en Afrique, il y a une sorte de complot de la société civile ourdi par les chancelleries occidentales pour déstabiliser tous les pouvoirs africains. La réalité, c'est ça. Arrêtons-nous un peu sur la personnalité du général Diendéré. Tout le monde sait que c'est quelqu'un de très taiseux, qui ne parle pas beaucoup, mais qui est affabulé d'une puissance extraordinaire, surtout dans la sous-région, avec ce qui s'est passé au Libéria, en Sierra Leone, aujourd'hui avec les djihadistes qui rôdent autour du Mali. Est-ce que la communauté internationale a intérêt un peu à toucher à Diendéré? Ben, je pense aussi bien d'ailleurs à Diendéré qu'au président Compaoré, qui était un élément de stabilisation dans la sous-région. C'est pas parce qu'il n'est plus là qu'il faille pour autant lui jeter la pierre. Il a commis une erreur. Non, il a commis une erreur en voulant s'accrocher au pouvoir, en voulant changer la constitution pour bénéficier d'un troisième mandat. Mais Compaoré, le président Compaoré a résolu beaucoup de crises au niveau dans la sous-région, que ce soit... On l'appelait aussi pyromane pompier en même temps. Hein? Oui, oui, si on veut, mais enfin, il avait cette capacité à éteindre les feux, que ce soit au Mali, que ce soit au Mali, que ce soit, je crois, au Niger, que ce soit un peu au Libéria, en Sierra Leone, mais où il avait effectivement allumé les feux auparavant, parce que la révolution du Rouf, c'était lui qui était derrière ça, tout le monde. Mais Diendéré dans tout ça, qui était l'homme de main. Mais Diendéré, c'était effectivement le bras armé de Compaoré, c'était l'exécuteur des basses œuvres de Compaoré. Mais cet homme, il a une très grande puissance de nuisance. Et également, il a réussi à faire libérer la plupart des otages occidentaux qui étaient arrêtés dans la sous-région et même jusque dans le désert du Sahara, par le biais du Mauritanien Mohamed Chafi, qui était également un peu une des âmes damnées du régime Compaoré. Donc ces gens, effectivement, ils ont une capacité de nuisance extraordinaire. Et vouloir arrêter le général Diendéré, c'est prendre le risque d'embraser le Burkina Faso. Et au-delà, c'est prendre le risque aujourd'hui, toutes les forces terroristes en hibernation dans la sous-région, c'est prendre le risque de les réveiller. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et je pense qu'au contraire, moi je pense qu'il faut féliciter le général Diendéré d'avoir fait ce coup d'État qui a été salutaire en ce qu'il a débloqué la situation au Burkina, puisqu'il a permis la réintégration dans le jeu de la composante majoritaire de la société burkinabé qui se reconnaît à travers, encore une fois, le CDP. Et ensuite, il a permis également aux gens de ne pas franchir le pas consistant à dissoudre le RSP comme ils en avaient l'intention.
Si le RSP avait été dissous, la situation aurait été incontrôlable. Mais est-ce que le RSP aujourd'hui doit être reconverti dans une force qui gère la sécurité du Burkina et dans la sous-région à ne plus intervenir dans la gestion du pouvoir? Ben écoutez, les chefs d'État qui se sont rencontrés à Abuja sous l'égide du président Macky Sall, ils ont eu la sagesse de dire que le sort du RSP devra être réglé par le prochain président de la République, c'est-à-dire ce président qui aura été élu par le peuple burkinabé et qui aura la légitimité populaire pour réformer les forces armées de manière globale en y incluant effectivement le sort du RSP. Mais il n'appartient pas à des institutions illégitimes qui n'ont aucune onction populaire de prendre la décision extrêmement lourde de conséquences de dissoudre le RSP. Mais dans ce conflit-là, comment vous appréciez le silence, quelque part assez gênant, du président Alassane Ouattara sur la situation au Burkina Faso? On n'a pas trop entendu en parler, parce que c'est Blaise Compaoré chez lui ou c'est parce que Blaise a joué beaucoup dans son arrivée au pouvoir? Ben, écoutez, oui, je crois que vous l'avez dit vous-même. Effectivement, le président Alassane Ouattara a accédé au pouvoir grâce au front de Guillaume Soro, de Guillaume Soro qui avait sa base arrière au Burkina Faso. Nul n'ignore que les troupes de Guillaume Soro elles bénéficiaient non seulement de l'appui logistique, mais de l'appui également financier, de l'appui des conseils et tout du Burkina Faso. Ils étaient logés au Burkina Faso et c'est à partir du Burkina Faso qu'ils ont lancé leur offensive sur Abidjan, qui a été stoppée au niveau de Bouaké. Mais enfin, c'est vraiment le Burkina Faso qui était derrière la prise du pouvoir par le duo Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Par conséquent, aujourd'hui, le président Ouattara est très gêné par ce qui se passe au Burkina parce qu'il sait que ses ennuis ne peuvent venir que du Burkina Faso, surtout avec la très forte colonie burkinabé qui réside en Côte d'Ivoire. Donc l'un dans l'autre, il est obligé de faire très attention à ce qui se passe au Burkina et qui peut être générateur de troubles dans son propre pays, la Côte d'Ivoire. Et le rôle de la France dans tout ça, on a vu en certain moment que l'ambassadeur de France au Burkina Faso, c'est un général, un ancien général d'armée, qui a exfiltré à un moment Kafando pour l'ambassade de France. Les gens ne comprenaient pas les médias français, RFI, France 24, qui passaient leur temps à gonfler quelque part le conflit en disant qu'il y a des troupes qui quittaient l'intérieur du pays pour allier Ouagadougou, alors que tout le monde sait que le respect tenait Ouagadougou en main. Est-ce que le jeu de la France est clair dans cette histoire? Mais en tout cas, moi j'ai été quelque part troublé effectivement par la couverture des médias par RFI. J'ai écouté plusieurs éditions de RFI consacrées à la crise au Burkina, mais il y a eu plusieurs journaux où les envoyés spéciaux de RFI n'ont donné la parole qu'aux gens qui sont contre le putsch. Vraiment, c'était peut-être un hasard, mais moi je me suis hasardé à peu près compter, avoir. On n'a pas donné une seule fois la parole à des gens qui étaient favorables au putsch. En tout cas, surtout dans la journée d'hier, j'ai fait très attention à ça. Ça c'est de deux. Le mouvement des bataillons de l'intérieur, effectivement, ça a été relayé par RFI comme étant vraiment, presque des mots d'ordre donnés pour aller attaquer le RSP. Ça c'est deux. La troisième chose, c'est effectivement, comme vous l'avez dit également, le président Kafando a été exfiltré par la France. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça me rappelle, moi, une scène à laquelle j'ai assisté en 2000, lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle qui a opposé feu le général Robert Gueye à Laurent Gbagbo. Après la proclamation des résultats, le général Robert Gueye a dit qu'il a gagné. Laurent Gbagbo a dit qu'il a gagné. Il y a eu effectivement un déferlement des partisans de Laurent Gbagbo à travers les rues d'Abidjan. J'étais là-bas. Et puis le lendemain, Laurent Gbagbo a convoqué la presse à son QG. Il est venu et a fait une courte apparition
Il a fait une courte déclaration de 5 minutes. Immédiatement après, il a été pris par des Français. Mamadou Mandiaye, merci d'avoir été avec nous à Question Directe. Vous êtes le président directeur général de GMC, Global Media Communication, éditorialiste reconnu et connu et mérite. Vous êtes aussi directeur de publication du journal Le Témoin. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à vous qui êtes chez vous, qui suivez cette émission avec nous. Merci. Au revoir.